Téléphone, donc le 02 48 62 01 deux fois. Bien, merci pour ce rendez-vous dans un lieu tout à fait merveilleux. Heureux de vous accueillir, Violaine. Ben, ça fait, j'ai envie de dire, ça fait quelques années, je n'aurais pas cette goujaterie de vous dire que ce plateau, vous le connaissez. Vous êtes venu présenter Torrent à une époque où vous vous accompagnez au piano. Oui, c'est vrai. Et c'est très très loin. Je non, m'en souviens même plus. Mais non. Vous qui avez écrit sur Messaline, sur Éluard, etc. Vrai, et aujourd'hui, bien, vous poursuivez cette passion pour l'égyptologie que vous avez avec Toutankhamon, la fille de Néfertiti. C'est le deuxième tome. C'est le deuxième tome de Toutankhamon et qui est inclus en fait dans une grande saga égyptienne qui fera en tout 21 volumes. Mais bon, qui est découpé en trilogie, donc je vous rassure, pour Toutankhamon, il n'y aura que 3 livres. Mais est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été dites sur Toutankhamon? Alors écoutez, moi ce qui m'intéresse évidemment, c'est d'aller sur place, vous l'avez dit, en Égypte, et puis d'essayer de découvrir justement, d'avancer un petit peu. Alors sur Néfertiti, sur Akhenaton, qui font partie quand même de la famille de Toutankhamon, puisque Néfertiti était probablement la mère de Toutankhamon, il y a encore des choses à découvrir. Néfertiti, on n'a pas retrouvé son corps, on n'a pas retrouvé sa tombe. Akhenaton, vous savez, qui serait l'inventeur du monothéisme. Je crois, et encore il est inachevé. Oui, on a le buste qui est à Berlin, que tout le monde connaît, qui a été fait par un sculpteur célèbre. On ne sait même pas si ça représente en fait Néfertiti ou si c'était un modèle de sculpteur type de l'époque. Et quant à Toutankhamon, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ce Toutankhamon a vraiment été assassiné et par qui. Donc il faut repartir, parce que vous savez que ça... Vous avez un côté Agatha Christie alors? J'ai un côté, oui, écoutez, moi j'aime bien les romans policiers, c'est vrai, j'aime bien les enquêtes, et en Égypte, tout est mystérieux. Donc j'aime bien repartir un peu sur la piste comme ça de ces personnages très, très méconnus, très inconnus même. Il y a eu combien de centaines de milliers de livres écrits sur Toutankhamon, pourtant il y a encore des choses à dire. Mais pas tellement, mais pas tant que ça. Et si vous voulez, moi ce qui m'intéresse encore une fois aujourd'hui, c'est justement d'écrire sur le Toutankhamon tel qu'on essaye de le connaître, de le découvrir aujourd'hui. Et donc je vous disais, la momie de Toutankhamon, on l'a retrouvée, mais on l'a retrouvée dans un état lamentable. Elle a été en plus coupée en deux au moment de la découverte par quelqu'un qui évidemment n'aurait pas dû endommager la momie à ce point-là. Et toutes les radios qui ont été faites et les rapports qui ont été faits sont aujourd'hui complètement obsolètes, dépassés. Donc il faut les réinterpréter pour essayer de voir comment ce Toutankhamon a été tué, s'il a été tué, combien de temps il est resté dans le coma, pourquoi il a été tué et quel était l'assassin. Et donc je pense avoir trouvé le nom de l'assassin, chers téléspectateurs. Voilà, le nom de l'assassin. On coupera l'émission avant pour que vous puissiez lire le livre. Elle ne va pas dévoiler le nom. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux complices. Si c'était le chef des armées et Haï, qui était vraiment un très très grand conseiller de Toutankhamon, qui est également le père de Néfertiti. Donc vous voyez que c'est des histoires de famille. Avec qui elle s'était retirée? Néfertiti était partie avec Haï, je crois, dans ce qu'on appelait le château d'Aton. Pas tout à fait. Haï, c'était vraiment le père de Néfertiti et qui aurait épousé après la fille de Toutankhamon. C'est très compliqué, ces histoires de famille. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement de reconstituer cette vie de Toutankhamon. On est en pleine période de ce qu'on a appelé monothéiste, c'est-à-dire que c'est quand même un bouleversement au niveau de la religion qui aura des incidents sur notre propre religion. Donc ça me paraît effectivement un moment très important de l'histoire. Bien. Dites donc, vous nous en parlé avec une telle fougue, on a l'impression qu'il va pousser la porte et venir sur ce plateau. Écoutez, moi je reviens d'Égypte, je repars demain, donc je ne peux être que... Vous n'allez pas aller en Grèce pour les Jeux Olympiques? Si, je vais également en Grèce. Vous allez travailler pour France Télévisions, alors vous allez peut-être aller... C'est vrai. Alors je vais également au JO, parce que vous savez que j'ai reconstitué il y a quelques années, enfin depuis quelques années, la vie des JO antiques, puisque en fait... C'est un ouvrage qui va apparaître à l'antenne. On s'intéresse beaucoup aux JO modernes, après Coubertin, donc à partir de 1896, on s'intéresse beaucoup moins aux JO antiques, ce qui est quand même dommage. Et là, les Jeux Olympiques ont lieu à Athènes, en août, au mois d'août. Donc c'était l'occasion, évidemment, de repartir à la découverte de ces Jeux Olympiques. Et donc, ça représente, je crois, plus de 20 ans de recherche. Depuis 20 ans, j'essaye de rechercher les petits objets, inscriptions sur tous les JO. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il est exact qu'un athlète qui était couronné l'était au plein sens du terme, c'est-à-dire il recevait une couronne de laurier ou d'olivier plutôt, et c'est tout? C'est vrai ça? Non, et puis il avait droit à un banquet, un chant, non? Non, c'est pas tout. Il y avait des sous déjà? C'est pas tout, il y avait des sous. Alors, oui, c'est ça le problème, c'est qu'à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, un sage qui s'appelle Solon
de Sage Solon, a inventé des récompenses pour les athlètes. Et à partir de là, les récompenses étaient si élevées. Vous savez qu'un athlète qui l'emportait au JO était exempté d'impôts à vie avec toute sa famille. Et donc, il y avait de tels avantages que la corruption est évidemment apparue. Bien sûr. Vous imaginez Florent Pagny à cette époque-là, il serait mis à courir dans les stades. Bon, Violaine, je vais être obligé de vous interrompre. La suite, ce sera chez nos confrères de France 2. À quelle date? Autour du 13 août, 15 août? Vers le 13 août, le jour de l'inauguration, effectivement, des JO. Et puis alors, on se retrouve pour le 107e volume concernant votre histoire de l'Égypte. Merci à vous, Violaine. Merci. Je vous emmène maintenant au château des 7 Tours, un château tourangeau qui va accueillir pendant tout un week-end des artistes, des maîtres verriers parmi les plus grands du monde. Et je vous entraîne à la découverte de quelqu'un qu'on peut qualifier de tailleur de verre ou de sculpteur de verre. Il se prénomme Sébastien et se nomme Aurélie. Du 28 mai jusqu'au 31, bien sûr, au château. Fuselier Athènes, vous savez, le choix entre les deux. Bon, allez, on les aime quand même, à nous, le Fuselier. Et ce sera de 15h à 17h. Et ce sera suivi de dédicaces. Et elle effectuera d'autres dédicaces le samedi 5 juin à la librairie Prival-Audet d'Orléans. Voilà. Tenez, Carotte, je vous offre le Toutankhamon. Violaine vous le dédicacera. Mais oui. Mais ne tombez pas trop amoureuse de lui parce que c'était quelqu'un plein de séduction, dit-on. Hein. Luce Dalle, on va parler de séduction également, puisqu'on va parler d'art tout naturellement. Voilà, sur cette représentation animalière ici, il n'y a que des oiseaux, c'est vraiment une obsession? C'est une passion. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup de lignes différentes. J'aime surtout les échassiers. Là, je vous ai amené des petites pièces, mais je fais des sculptures monumentales aussi. Ne me dites pas que c'est après avoir lu un livre de Violaine que vous vous êtes passionné pour l'ibis et pour tous ces oiseaux. Dis non, sinon nous n'en sortons pas. Oui, sinon avec l'ibis, nous ne nous en sortons pas. Hein. Mais voilà, j'adore le thème de l'oiseau. Oui. Alors j'ai proposé un autre thème, celui de la nouvelle figuration. Puis nous aller à la rencontre de Christian Bouillet. Il expose actuellement à la galerie Le Garage et il appartient à cette école, bien sûr, qui est celle de Rancillac, de Hérault ou de Monoury. Tout de suite, une rencontre avec lui et avec un collectionneur un peu fou, mais tellement. Du 15 mai au 20 juin, c'est une exposition à titre. Bon, vous avez entendu Oser les dieux, vous n'intervenez pas, Violaine. Non, mais je vous meurs n'intervenez pas. Juste un mot quand même, en voyant ces représentations animalières. Est-ce que vous êtes aussi folle de l'art égyptien que de l'histoire égyptienne ou de la civilisation égyptienne? Oui, de la civilisation, forcément, je l'ai enseigné et c'est de toute façon lié à l'histoire. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des oiseaux que l'on ne trouve qu'à Luxor et qui ressemblent justement à l'ibis, bien sûr, et qui ont un nom tout à fait particulier, qui se disent en égyptien les petites quéquettes. Non, je vous en prie. Je suis désolée, mais c'est des oiseaux magnifiques. Nous allons passer à table, mais oui, j'entends bien. Très colorés, vous savez. Oui, écoute, revenez nous voir pour parler de ce sujet. Un mot sur l'exposition de Bourges, où il y aura non pas les oiseaux nous a parlé Violaine, il n'est pas question de déflorer le sujet, mais de toute autre sculpture, Carole.
Alors, l'association des amis et des anciens élèves des Beaux-Arts, donc, dont Luce est la présidente, eh bien, organise le 70e Salon international des arts de Bourges. Alors, ça se passera du 22 mai au 6 juin. C'est ouvert de 14h30 à 19h au Château d'Eau, place Sérocourt à Bourges. Donc, Elisabeth de Courcuff sera l'invitée d'honneur ainsi que le peintre Marcel Mazard. Voilà, on sait pratiquement tout. Et aussi, non, Allez, allez-y encore un mot. il y a beaucoup d'étrangers qui viennent. Bon, ils sont les bienvenus. Ils peuvent venir avec des harmonicas, il n'y a pas de souci. Et nous Je vous avons promets. des Nous vous souhaitons bon appétit. On écoute tout de suite de l'harmonica qu'on retrouve à Saint-Aignan-sur-Cher. France 3 avec